La gouvernance, ça peut sembler compliqué, mais en fait, il y a 2-3 petits trucs assez simples pour bien s'en sortir. Et donc moi, je suis Grégoire et je travaille à la Fonda. La Fonda, c'est le laboratoire du monde associatif. Et depuis quelques années, on travaille justement sur cette thématique et comment on peut aider les associations sur ces questions-là. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un bénéficiaire pour être sûr qu'on parle de la même chose. Un bénéficiaire, c'est simplement quelqu'un à qui se destine l'action de l'association. Donc en fonction des milieux, ça prend différentes formes. Ça peut être des publics éloignés, fragiles, en difficulté, ou simplement des gens qui viennent boire un coup parce qu'ils aiment bien l'association. Bref, c'est vraiment au sens très large. Et pourquoi c'est politique? Simplement parce que c'est un changement de posture et de regard sur la personne. On passe du faire pour, où on est dans l'assistanat, où on considère que la personne n'a pas de ressources propres, elle a besoin d'une aide, au faire avec. Le faire avec, c'est considérer que la personne a des ressources, a de la matière, des compétences, de la connaissance, et qui peut participer justement au projet. Et reconnaître cette capacité-là, c'est le valoriser et améliorer sa situation d'une façon générale. C'est aussi important d'impliquer finalement ce public, ces bénéficiaires-là dans la gouvernance parce que ça répond aussi aux besoins d'éducation populaire qui est un petit peu à l'origine de l'association. En faisant intégrer ces personnes-là dans les instances de gouvernance, que ce soit bureau, CA, on va aussi les faire monter en compétences. Ils vont acquérir des compétences justement pour comment traiter un budget, comment mener un projet, créer un planning, etc. Mais aussi du savoir-être, comment on se comporte en réunion, comment on communique avec les autres et créer un réseau, un capital culturel. Donc c'est à la fois bénéfique vraiment pour la personne parce qu'elle va monter en compétences et en qualité en intégrant des organes où elle aura une réelle décision et elle va se former à cette décision-là. En plus de l'aspect bénéfique pour la structure. Ça permet de s'assurer de la cohérence du projet. Forcément, si on va intégrer les bénéficiaires directs de l'action de l'association, on va avoir leur avis. Or, lors d'un CA, lors d'un bureau, si la personne dit ce que vous faites c'est bien joli mais ça n'a rien à voir avec mon quotidien, ça ne répond pas du tout à mes besoins, et ça va permettre tout de suite de réorienter justement le projet qui aurait pu dériver. C'est une tendance naturelle. Il y a des associations qui ont 100 ans, elles avaient un projet magnifique il y a 100 ans et en fait, quand tu creuses un peu en dessous, l'évolution de la société fait que c'est un peu en décalage. Avoir des bénéficiaires dans la gouvernance, c'est s'assurer justement de la pérennité, de la cohérence du projet de la structure avec son objet premier. C'est aussi une plus-value pour la structure, pour l'association, parce que c'est une remontée beaucoup plus fine du terrain. Ça rejoint vraiment l'idée précédente, sauf que si on veut créer de nouvelles actions, de nouvelles façons de faire, avoir directement les personnes que l'on va toucher, c'est aussi imaginer d'autres choses. Tiens, on va travailler sur des travailleurs précaires. Ah mince, ils ont dit qu'il y a des problèmes avec le logement, comment on intègre ces questions du logement dans le projet associatif? Donc finalement, ça peut permettre de créer d'autres actions, de réorienter une stratégie plus large que ce qu'on aurait pu faire à la base. Et donc pour ça, c'est vraiment aussi très important d'avoir ces personnes-là autour de la table pour prendre des décisions. Après, ces personnes-là, ça peut aussi potentiellement se transformer en bénévoles. Donc on passe du statut de bénéficiaire, de receveur de l'action, à une personne qui va s'impliquer dans la structure. Voilà, j'ai bien aimé la philosophie de la structure, j'ai bien aimé comment ils font les choses, j'ai reçu l'action, mais j'ai envie de m'impliquer. Donc je vais participer à des actions, ensuite je vais participer à la gouvernance, et là je vais être pleinement impliqué dans cette structure pour aussi renouveler les engagements de chacun. Parce que le bénévolat, ça peut être éphémère, c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est même une très bonne chose. Et donc avoir des ressources de bénévoles et de force d'action, de capacité de faire sur le terrain, c'est très bien. Et faciliter ce passage de statut, c'est une bonne chose pour la structure. Mais bien sûr, évidemment, j'ai plein d'exemples, il y en a des centaines, des milliers. Alors ça va de l'exemple très concret à la posture. Et là, je vais parler simplement d'un changement de posture qui renvoie au faire avec, plutôt que le faire pour, qui est le community organizing. Le community organizing, alors je pourrais passer des heures dessus, ça a fait l'objet de plein de thèses, etc. Mais je vais essayer de résumer ça en 3 secondes, facile. C'est une méthode d'organisation communautaire. Ça vient des États-Unis, c'est une méthode des années 50, inventée par, en tout cas configurée par Saul Alinsky, dont le but est simplement de dire finalement les habitants, les acteurs de terrain, c'est eux qui vont faire les choses. Ce sont les experts de leur vie, ce sont les plus à même à mener leur projet. Et donc pour ça, il y a une petite méthodologie qui existe. Donc déjà, ça va être repérer des leaders charismatiques que l'on va former. Donc il va y avoir des professionnels extérieurs qui vont former ces gens-là à la prise de parole, à la structuration de projet, à trouver les bons interlocuteurs. Ils vont former les leaders vont agglomérer une communauté autour d'eux et vont porter leur colère auprès des pouvoirs publics. Alors,
Ça, c'est vraiment une technique bien particulière. Mais on peut s'en inspirer, parce que c'est la posture qui est intéressante, où finalement, le professionnel, le faiseur, est plus dans une posture d'accompagnement. Il va aider les gens à exprimer et à faire ce qu'ils ont envie. Donc ça, c'est voilà, la première posture à avoir si on veut impliquer les bénéficiaires dans une gouvernance. Après, ce qui est essentiel, c'est l'accompagnement. Alors on en a déjà parlé dans le MOOC, mais je reviens dessus parce que c'est quand même assez intéressant pour faciliter la transition de posture. Quand un bénéficiaire va entrer dans un espace de gouvernance et va s'impliquer en tant que bénévole, il peut être stigmatisé. On va dire, bon, on l'a fait monter là parce qu'il est bénéficiaire, il n'a pas forcément les mêmes compétences que nous, mais bon. Alors qu'en fait, ça serait intéressant d'avoir cette logique de mentorat-tutorat, d'associer une autre personne ancienne à ce nouveau venu, simplement pour qu'il monte en confiance, qu'il monte en compétence, qu'il ait un interlocuteur avec qui dialoguer pour s'acculturer aussi avec les thématiques et la façon de faire de la structure. Ça peut être aussi par des formations collectives, donc anciens administrateurs, nouveaux administrateurs, tous se forment au même moment pour dialoguer entre eux, apprendre de nouvelles compétences, se mettre à niveau et justement mettre tout le monde au même niveau, sans stigmatisation, voilà, lui c'est un bénéficiaire, on l'a fait monter, non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on est tous là autour d'un projet qui nous réunit et on va se former et la formation est presque un prétexte pour se réunir et dialoguer et échanger ensemble. Et ça peut être même l'inverse, le bénéficiaire qui va faire une formation sur ce que lui connaît. En mettant la personne bénéficiaire en situation de formateur, on va valoriser son action et ses connaissances. Et c'est vraiment essentiel pour l'intégrer dans un processus collectif. Il ne va pas rester bénéficiaire, il va être reconnu pour ses compétences, ses capacités et il va transmettre ça aux autres. Ce qui est important, c'est de bien cerner l'objectif. On peut l'utiliser de plein de façons différentes et ça peut être gadget des fois et contre-productif. Par contre, si on a bien cerné son besoin et son objectif, il existe plusieurs types d'outils pour aider justement l'implication des bénévoles dans les instances de gouvernance. Ça peut être des outils de reporting ou de partage de l'information. Donc ça va être du Trello, ça va être du Basecamp, ça va être du Framabox, ça va être plein d'outils vraiment de cloud pour stocker des informations, partager et mettre à niveau des gens qui n'auraient pas pu assister aux réunions avant. Et c'est assez essentiel maintenant vraiment d'avoir le même niveau d'information pour les prises de décision. Ça peut être aussi des outils de coproduction. Pour impliquer les gens, finalement, il faut les impliquer dès le départ d'un projet. Et pour ça, les outils numériques peuvent faciliter l'écriture à plusieurs mains d'un projet. Donc ça va être des Google Docs, ça va être des pads en ligne, ça va être des Framapads, des Framacalc, etc. Vraiment tous les outils collaboratifs pour imaginer finalement un document, une action en commun. Donc ça demande de la discipline, évidemment, sinon c'est tout de suite le bazar et on s'en sort pas. Mais par contre, une fois que c'est bien intégré les processus, ça permet d'écrire à plusieurs et de faire que les gens se sentent concernés par cette action et ce projet beaucoup plus facilement. Ça passe aussi par la virtualisation des instances de gouvernance. On peut imaginer un bureau physique, en effet, dans le troquet du coin, avec une bière, ce qui est très bien, convivial et essentiel. Mais pour les bénéficiaires, des fois, s'ils sont en situation de précarité, qu'ils n'ont pas le temps, qui sont vraiment des obligations familiales, imaginez de faire ces instances à travers le numérique, ça peut être une solution facilitant justement l'implication de tous. Donc c'est très simple, on connaît tous ces outils. Ça peut être simplement Skype, on dit voilà, sur 2 heures, on se met un Skype pour faire le bureau. Ça peut être des outils en logiciel libre comme Framatalk, ça peut être du Mumble, ça peut être aussi des forums comme Lime Survey, etc. L'idée, c'est à la fois de faciliter la participation de tous en étant connectés de chez soi, donc soit avec des outils synchrones en temps direct comme Skype, ou en temps asynchrone où on va décaler la réponse entre les gens. L'intérêt du forum, on va poser une question sur une décision, la personne va pouvoir se connecter 3 heures plus tard et pouvoir y répondre. Ça va faciliter l'implication. C'est vraiment des petits éléments tout simples qu'il faut avoir en tête parce que ça peut faciliter vraiment l'implication dans la gouvernance des structures. Alors évidemment, c'est du numérique, ça ne remplacera jamais l'humain et ça demande de l'apprentissage. Et j'insiste vraiment sur ça ne remplacera pas l'humain parce que ce qui est essentiel dans l'intégration, dans l'application, c'est la convivialité. On vient dans une association pour la reconnaissance, pour développer des capacités, pour développer du réseau, mais aussi pour communiquer et interagir avec les autres. Et cet élément de convivialité est vraiment l'étape essentielle, qu'importe la structure, pour que les gens se sentent bien dans cet espace de vie commun. C'est hyper pertinent pour différents acteurs. Évidemment, ça ne remplacera jamais l'accompagnement sur le terrain et voilà, c'est pas son objectif. Par contre,
Si on hybride justement l'accompagnement physique réel avec le MOOC, ça a une réelle plus-value. Les personnes qui vont pouvoir consulter ce MOOC ne vont pas forcément pouvoir se déplacer ailleurs, elles vont trouver des réponses à un moment quand elles vont se poser la question. Voilà, c'est plus libre et c'est plus facile aussi pour les personnes de se renseigner sur ces éléments-là. Ça ne remplacera pas des professionnels, ça ne remplacera pas des professionnels de l'accompagnement qui sont vraiment experts de ces thématiques, mais au moins ça va orienter les gens qui se posent les premières questions. Depuis 50 ans, on voit que ça a beaucoup évolué. On est passé de l'association militante de terrain bénévole qui se réunissait au début de façon un peu informelle et sans réelle compétence à une montée vraiment en expertise en compétences et une attente aussi vis-à-vis des associations beaucoup plus grandes. Là où avant on se concentrait sur par exemple c'était des associations de pétanque ou c'était que des bénévoles, bon, la gestion d'un salarié on s'en fiche un peu. Mais de plus en plus, par exemple, dans le sanitaire et social, ça va être la gestion d'établissements de 300 salariés avec des lits d'hôpitaux, avec la vie d'êtres humains entre nos mains. Et donc forcément, on réfléchit différemment. On a besoin de formaliser le projet, on a besoin de le professionnaliser et ces outils-là se sont mis en place petit à petit. Il y a encore un peu de chemin à faire, je pense, d'où ce MOOC d'ailleurs. Mais il y a quand même cette montée en expertise, en compétences qui est demandée pour les acteurs associatifs. Et ce MOOC va y contribuer parce qu'il va donner aussi les bonnes clés de compréhension, les éléments essentiels à avoir en tête quand on veut professionnaliser son projet, sachant que tout projet n'a pas vocation à devenir professionnel, c'est pas non plus le but. Mais ceux qui se posent la question, au moins maintenant, ils vont avoir davantage d'outils que ce n'était le cas avant. Si j'avais à qualifier ce MOOC par 3 mots, déjà stimulant. Stimulant parce que, alors vous ne voyez pas, mais dans les coulisses, il y a tout un écosystème d'acteurs qui sont mobilisés en commun sur ce MOOC et c'est vraiment très bien. Pertinent parce que les thématiques abordées répondent vraiment à un 360 des problématiques associatives qu'on peut rencontrer. Et le troisième, c'est quand même ludique. Et c'est quand même bien en fait ludique.